Alors, peut-être avant de te donner la parole, bon, je ne vais pas présenter Philippe, ce serait bizarre. Au pire, cela dit, il pourrait y avoir des personnes qui viennent pour la première fois, hein. Donc ce serait très bien aussi, parce que ça veut dire que le public se renouvelle en partie. Donc peut-être un mot très bref, avant un deuxième. Le premier mot, simplement, je rappellerai pour ceux d'entre vous qui ne te connaîtraient pas que tu es reconnu pour être un des quelques spécialistes hexagonaux de Sartre, mais plus largement, on va dire aussi que tu es reconnu pour tes recherches, ton intérêt pour la phénoménologie, et ça peut se voir à travers le fait que tu es un des membres essentiels de la revue de phénoménologie Alter. Et la deuxième chose, c'est que je pense que je peux te remercier au nom de beaucoup d'entre nous, au nom de l'école d'analyse, de tout le temps que tu prends chaque année pour élaborer le programme. Ce qui demande du temps quand même, ce qui demande de communiquer avec les uns et les autres, c'est pas rien. Donc merci Philippe, et puis merci de la chance que nous avons de pouvoir t'entendre. Merci beaucoup Jean-Claude, merci bien. Je dirais que c'est un plaisir d'organiser les choses. C'est un plaisir très particulier, mais d'être en contact, de proposer, d'intervenir, de bâtir un programme, c'est aussi tout à fait une activité qui peut être très stimulante et, on ne peut pas dire enthousiasmante, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, mais j'ai du plaisir, enfin, j'ai vraiment de la joie à faire ça. Et donc, je vous propose une communication ayant pour thème 3 concepts: authenticité, aliénation, psychose. Alors, je précise que je ne suis pas psychiatre, que je n'ai aucune compétence médicale, et que donc, quand je parle de la psychose, c'est sous l'autorité des psys qui sont dans la salle, parce que dans ce domaine-là, je n'en ai aucune. Je croyais que tu allais dire que tu étais expert en tant que patient. Non, pas encore. Non. Et alors, pour commencer mon propos, je vous propose de faire un tout petit peu d'histoire, de rappeler des choses que vous connaissez, la plupart d'entre vous. D'abord, une date, 1801. 1801, c'est la date de publication par Philippe Pinel de son traité médico-philosophique, et c'est intéressant le titre, son traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale et la manie. Claude, si tu veux venir, on t'a réservé une place. Ça. Et puis, en 1938, deuxième date, sous le règne donc du bon roi Louis-Philippe, est promulguée une loi dite des aliénés, qui, comme l'intitulé l'indique, traite des institutions et de la prise en charge des aliénés. Et dès lors, à partir de là, s'impose, pas pour très longtemps, mais s'impose un nouveau concept d'aliénation, puisque le concept d'aliénation auparavant était un concept essentiellement juridique, qu'on retrouve chez Rousseau dans un sens juridique. S'impose un nouveau concept qui est un concept donc médical d'aliénation, tandis que parallèlement s'impose un concept philosophique avec bien sûr Hegel et la phénoménologie de l'esprit et l'Entfremdung hegelien. Et ici, ce que je voudrais souligner, c'est que l'intérêt de cette dénomination, c'est qu'elle est liée, étroitement liée à l'idée que, au fond, on peut soigner la folie. Il y a, dans l'idée d'aliénation, une sorte d'optimisme thérapeutique, hein, dont témoigne l'œuvre de Pinel. Car si l'être humain peut perdre la possibilité d'être soi, il peut aussi la retrouver. C'est le fil conducteur. Autrement dit, la folie apparaît dans cette première moitié du XIXe siècle comme un phénomène pathologique réversible, ce qui n'est pas du tout évident, ce qui ne va pas de soi, et qui est donc susceptible d'un traitement thérapeutique. Alors, de nos jours, comme vous le savez bien, il n'est plus question de fou, il n'est pas plus question de fou que d'aliéné, et puis depuis, en fait la date, elle est précise, c'est 1937, les malades mentaux sont soignés dans des hôpitaux psychiatriques. Et ce changement de dénomination est intéressant, parce qu'il n'est pas sans fondement. Il marque, en fait, l'abandon d'une forme de traitement moral, c'est l'expression de Pinel, hein, l'abandon d'une forme de traitement moral de la folie, qui, il faut bien le dire, privilégiait la contention, pensons à la camisole de force, hein, qui privilégiait l'enfermement. Quand on parle de traitement moral, il ne faut pas peut-être trop surestimer l'adjectif. Mais
ce sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est au fond sur la pertinence de cette évolution sémantique. Qu'il s'agisse aussi bien du terme d'asile que du terme d'aliéné. Il me semble qu'il y a une noblesse du terme d'asile. Aménager un asile, c'est en effet offrir un refuge, un abri, à ceux qui précisément n'en ont pas. Et on voit bien à quel point de nos jours, beaucoup de malades traînent dans les rues et auraient besoin d'un asile, d'un refuge. Ces malades, en fait, sont livrés à eux-mêmes. Et puis, le deuxième terme qui m'intéresse, c'est bien sûr celui d'aliéné et d'aliénation. Alors là, il y a une sorte d'anathème foucaldien qui pèse sur ce concept d'aliénation. Foucault, en quelque sorte, a dénoncé la sémantique de l'aliénation mentale, qui serait le fruit de l'exclusion, de l'incompréhension de la folie à l'âge classique. C'est l'idée. Et ici, je voudrais vous proposer une esquisse ou un essai de réhabilitation du concept d'aliénation au sens médical du terme. Alors, quand je parle de folie, de psychose, évidemment, c'est relativement grave, c'est relativement vague, mais il me semble que on peut toutefois considérer que le malade a perdu, et là je cite le titre d'un ouvrage de Claude Romano que j'ai déjà cité, sa liberté intérieure, que la folie, la maladie le rend étranger à lui-même, et que donc il y a peut-être une pertinence du concept d'aliénation. Prenons un exemple très simple, le plus célèbre des malades. Lorsque Schreber dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », n'oublions pas que Schreber, le président Schreber, fut un homme éminemment respecté, peut-être même très respectable, et que la maladie l'a en quelque sorte ravi à lui-même, et qu'il n'est peut-être pas absurde de parler d'aliénation. Et ici, je voudrais tout de suite introduire une référence qui est à la fois, que j'emprunte à la fois à Platon et à Rousseau. C'est la référence à Glaucus le marin. C'est la statue, vous savez, qui est à l'entrée du port du Pirée et qui est défigurée. Et qui est, en fait, une métaphore, en tout cas pour Rousseau, une métaphore, comme pour Platon, de la dégradation, de la chute, de telle sorte que l'âme est devenue méconnaissable. Eh bien, ici, il me semble qu'on pourrait peut-être s'interroger sur la possibilité d'une reprise de ce concept d'aliénation. Et c'est en ce sens que je voudrais relire quelques chapitres des travaux de Claude Romano. Je vais d'abord, dans un premier temps, m'arrêter sur le livre « Être soi-même, une autre histoire de la philosophie », et plus précisément sur le chapitre 14 et 17. Deux chapitres qui sont consacrés respectivement à Rousseau et à Heidegger. Et puis, je vous annonce mon cheminement, mon plan. Dans un second temps, j'aimerais reprendre la critique par Claude Romano de la conception heideggerienne de l'aliénation. Et enfin, j'aimerais, in fine, dans un troisième temps, vous proposer un prolongement d'un point de vue psychopathologique de ces réflexions sur le concept d'aliénation. Voilà. D'abord, dans un premier temps, donc, authenticité et aliénation. Deux concepts. Ces deux concepts sont repris par Claude Romano pour intituler son chapitre 14, intitulé donc « Authenticité et aliénation, Rousseau ». Et ce chapitre développe l'idée, qui est exposée d'ailleurs dès le début de l'ouvrage, que dans l'histoire de l'ipséité, autrement dit, simplifions, de l'authenticité, Rousseau occupe une place éminente. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve chez Rousseau une aspiration à être, je dirais, inconditionnellement soi-même. Au sens, et cette distinction est très importante, au sens non pas de l'identité à soi, mais de la conformité à soi. Différence sur laquelle on pourra peut-être revenir. Et cette aspiration, nous dit Claude Romano, fait de lui le promoteur d'une vertu nouvelle et l'instigateur d'une véritable révolution morale. Alors, je vous propose un petit artifice pour saisir bien le sens de cette révolution. Cet artifice, que je vous propose, c'est de relire le Misanthrope, de Molière bien sûr, mais de relire le Misanthrope à la lumière de Rousseau et de sa lettre à d'Alembert.
Et comme vous le savez peut-être, comme vous vous souvenez sans doute, cette pièce de Molière, qui est peut-être l'un de ses chefs-d'œuvre, cette pièce met enceinte d'une part Philinte, l'homme faux, l'ami du genre humain, qui au fond n'est qu'un courtisan, et d'autre part Alceste, le misanthrope, l'homme vrai, qui refuse les masques de la fausse politesse, et qui, paradoxalement, à l'instar de Rousseau, j'aime beaucoup cette formule, aime trop les hommes pour ne pas les fuir. Ça, c'est le misanthrope, qui aime trop les hommes pour ne pas les fuir. Et ce que je voudrais retenir de cette exigence d'être soi, c'est la manière dont, en creux, Rousseau, après Platon, n'oublions pas que Rousseau connaît par cœur l'œuvre de Platon, il la connaît vraiment par cœur. Rousseau, après Platon, élabore comme un premier concept d'aliénation. En effet, dans une perspective rousseauiste, l'authenticité exige de l'individu qu'il s'affranchisse des puissances étrangères qui règnent sur son existence, qui règnent sur lui. Et l'authenticité, pour Rousseau, n'est atteinte qu'au prix, je dirais, d'une soustraction à la tyrannie du regard, au joug de l'opinion, bref, à tout ce qui, dans la société, est compris par Rousseau comme une puissance d'oppression, d'aliénation. Et donc, il y a cette idée, l'idée que l'authenticité exige que l'individu se libère de l'hypocrisie ambiante, se libère du mensonge, s'affranchisse des convenances, des conventions sociales, bref, du conformisme. Il y a cette idée qu'au fond, même si le mot n'est pas chez Rousseau, qu'on doit se désaliéner et que c'est la société qui nous aliène. Et il faut donc se soustraire, échapper à cette forme d'aliénation qu'implique la vie en société et qui interdit à l'individu d'être lui-même. Alors, c'est vrai, Claude Romano le dit d'ailleurs, que Rousseau n'utilise pas, lui, pas plus que Platon, le concept d'aliénation. C'est-à-dire le concept d'aliénation au sens d'une chute et d'un devenir étranger à soi-même. Et donc, chez Rousseau, comme je l'ai dit, le concept d'aliénation demeure essentiellement juridique. Mais il y a bien chez Rousseau une première esquisse de cette notion, et on peut même soutenir que Rousseau a, et là je cite à nouveau le texte de Claude Romano, qu'il a inventé l'aliénation sociale comme l'antithèse de l'être soi authentique. On voit bien se mettre en place, cette idée que l'inauthenticité, en fait, c'est une forme d'aliénation sociale. Autrement dit, si, contrairement à l'homme de la nature, l'homme social n'est pas soi-même, c'est parce qu'il est victime de la société, victime des relations délétères qui s'y nouent. Et cette idée d'aliénation, en fait, elle est moins nette que ce que j'en présente. Parce qu'il y a en fait une ambiguïté chez Rousseau qui est intéressante. Il y a une ambiguïté avec l'idée que peut-être que l'aliénation n'est pas inhérente à la vie en toute société, mais à la vie dans certaines sociétés. Et que l'aliénation sociale serait liée, par exemple, à une société dominée par les inégalités, par la domination d'une certaine classe, etc. Ou bien, on trouve les deux, et il me semble que c'est juste, on trouve les deux chez Rousseau, ou bien il y a parfois l'idée que, au fond, la société elle-même aliène l'individu. Et que donc, vivre en société, c'est être victime de la société. Alors, pourquoi j'évoque cette ambiguïté ? Parce que cette ambiguïté, du point de vue du concept d'aliénation, elle est grosse de promesses. Parce que d'un côté se dessine, je dirais, une conception hegeliano-marxiste de l'aliénation, qu'on va retrouver dans les manuscrits de 1944 de Marx. Et ici, je laisse cette première possibilité qui m'intéresse moins que la deuxième, et que je vais tout de suite évoquer. La deuxième interprétation, c'est, je dirais, une conception heideggerienne de l'aliénation, et sur laquelle je voudrais m'arrêter en relisant avec vous le chapitre 17 d'Être soi-même, qui est intitulé Heidegger et l'achèvement de l'authenticité. Alors, ce qui me semble intéressant dans cette thèse de Heidegger, c'est que, je le rappelle, d'abord et avant tout, il y a une rupture heideggerienne avec le cogito cartésien, on peut dire aussi le cogito husserlien dans une mesure où le cogito husserlien est aussi un cogito cartésien, de sorte que, on l'a dit ce matin, Heidegger substitue à la problématique de l'identité à soi, à travers le temps, qui domine donc la philosophie de Descartes, en gros à Husserl,
une problématique de l'ipséité. C'est ce que rappelait Françoise Dastur ce matin encore. Une problématique donc de la Selbstheit. C'est-à-dire non pas de l'identité, mais de la conformité à soi. De la conformité ou de la non-conformité. De l'authenticité ou de l'inauthenticité. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que chez Heidegger, l'authenticité, c'est une possibilité. Il y a d'abord cette idée fondamentale chez Heidegger que être, pour l'être humain, c'est être possible. L'authenticité, c'est une possibilité, de même que l'inauthenticité est une possibilité. C'est une manière d'être. Et le Dasein, pour Heidegger, est appelé à choisir entre être soi-même ou n'être pas soi-même. Entre exister sur un mode authentique ou bien exister sur le mode de l'inauthenticité. Mais s'il y a bien une originalité de Heidegger, on vient de le souligner, qui rompt donc avec une conception de l'identité à soi, avec le cogito cartésien, avec l'ego, il y a quand même dans cette histoire d'authenticité, chez Heidegger, une continuité. Une continuité qui est étonnante, parce qu'au fond, lorsque Heidegger parle de la quotidienneté, il parle de la quotidienneté inauthentique. Et cette quotidienneté inauthentique, on l'a déjà évoqué ce matin, est une chute. C'est une chute dans, ou sous plus exactement, une chute sous la dictature du on. Plus précisément, alors là je rentre un tout petit peu dans le détail, mais c'est assez facile à faire. On peut distinguer dans cette chute 3 moments, et certains d'entre vous les connaissent bien, ces 3 moments, je les évoque. La chute prend tout d'abord la forme de la dissimulation au Dasein de son être véritable, en tant qu'être au monde. Puis cette chute prend la forme du nivellement, du conformisme. Vous savez, c'est ces fameuses formules « nous nous réjouissons comme on se réjouit », « nous nous scandalisons comme on se scandalise », etc., etc. Et enfin, cette chute prend la forme de l'aliénation, et là le terme est chez Heidegger, Entfremdung, qui résulte, précise Heidegger, du caractère tentateur et tranquillisant de la quotidienneté inauthentique. Et donc, dans cette perspective heideggerienne, d'abord, et je cite Heidegger, d'abord et la plupart du temps, le Dasein n'est pas soi-même. Le Dasein est donc victime d'une chute, qui est d'une chute dans l'inauthenticité. Ça, c'est, je dirais, un rappel, certains d'entre vous connaissent bien. Maintenant, je voudrais faire un pas de plus, ce sera le deuxième temps de mon exposé. Je voudrais envisager la critique par Claude Romano de cette conception heideggerienne de la chute et de l'aliénation. Alors, cette critique est assez riche et, par économie de temps, j'ai conservé 3 objections qui me semblent 3 objections majeures. La première objection a pour objet, on l'a évoqué ce matin, la notion de résolution ou de décision résolue. C'est le fameux terme d'Entschlossenheit qui a été évoqué. Et se pose la question de sa motivation. En effet, on peut se demander comment la décision résolue, censée arracher le Dasein à sa quotidienneté aliénée, peut bien se faire jour. Qu'est-ce qui peut pousser le Dasein à se soustraire à la dictature du on? Voilà. La réponse à cette question, en un sens, se trouve dans un Insight. Elle se trouve dans ce que Heidegger appelle l'appel de la conscience. Der Gewissensruf, pour le dire en allemand. Appel qui, de manière purement formelle, enjoint au Dasein de choisir sa manière d'être. La conscience est en l'occurrence une détermination ontologique, c'est un existentiel. Elle n'a rien à voir avec la conscience au sens moral, qui relève du on et de la dictature du on. Et cette conscience enjoint au Dasein de choisir cette possibilité qu'est l'authenticité. Mais c'est peu dire que le statut de cet appel est problématique. Il suffit d'y réfléchir un peu. Parce que, d'une part, il y a un argument en phénoménologie qui est important, c'est l'attestation phénoménologique de cet appel. Parce qu'on parle d'un appel, mais est-ce que vous l'avez entendu? Ça a l'air d'un argument un peu faible, mais qui me semble pas négligeable. On cherche une attestation. Et donc on peut s'inquiéter non seulement de l'attestation phénoménologique de cet appel, mais on peut s'inquiéter même de la possibilité de son entente par le Dasein. Car, et là c'est l'argument de Claude Romano, comment le Dasein peut-il être à la fois aliéné dans le on,
assujettis à la dictature ou la domination du on, et garder néanmoins assez de liberté par rapport à cette aliénation pour pouvoir se prescrire à lui-même d'en sortir. Et donc on ne voit pas bien pourquoi le Dasein, même en admettant qu'il y a un appel de la conscience, accordons-le, mais pourquoi l'entendrait-il, pourquoi l'écouterait-il? Et en fait, cette difficulté, elle n'est pas nouvelle, elle est très très ancienne. Je dirais que vous la retrouvez, au fond, dans toute pensée de l'émancipation des aliénantes. Et c'est déjà cette difficulté que Socrate rencontre dans l'allégorie de la caverne, dont, rappelons-le, les prisonniers sont aliénés, alors ce n'est pas le terme de Socrate, de Platon, mais on le comprend, dont les prisonniers sont aliénés au point d'ignorer qu'ils sont prisonniers. Et par suite, ils sont incapables, non pas seulement de se libérer, mais de vouloir se libérer. De telle sorte qu'il faut le tirer de force, bien évidemment, ce prisonnier. Platon insiste lourdement sur ce point. Alors, en fait, cette objection, elle ne me semble pas tout à fait rédhibitoire. Il me semble qu'elle repose, alors c'est là où je ferai une petite critique, je me permets, il me semble qu'elle repose sur une sorte de dramatisation de la dictature du on. C'est peut-être pas un terme adéquat. Parler de dictature, écoutez, c'est violent. Pourquoi parler de dictature Alors, de nos jours, on parlerait de domination, parce que il y a une sorte d'idéologie de la domination, mais il me semble que le terme de dictature est critiquable, dans le sens où, est-ce que mon rapport à ce qu'on pense est un rapport de domination absolue? Je ne pense pas. Et on peut penser que, en fait, le choix de l'inauthenticité relève plus de ce qu'on pourrait appeler la mauvaise foi, et qu'au fond, le choix de l'authenticité, de ce point de vue-là, devient moins obscur. Si on met de côté l'idée d'une domination absolue et d'une aliénation radicale, au profit, effectivement, d'une reconnaissance de ce qu'on pense, une reconnaissance de ce qu'on appelle aussi l'idéologie, mais ce qui n'empêche pas de prendre une distance critique par rapport à l'idéologie. En fait, cette objection, c'est la deuxième objection qui m'intéresse plus. Il y a une deuxième objection, selon laquelle, et il en a déjà été question, donc je vais aller assez vite, selon laquelle l'authenticité heideggerienne pourrait bien être une forme d'inauthenticité. Une forme d'inauthenticité. Je développe en deux mots. Au fond, dans ce désir d'échapper à la dictature du on, de n'être pas le jouet du mimétisme, du conformisme, le Dasein ne se conduit-il pas exactement comme on se conduit? Et est-ce qu'il ne cherche pas à se distinguer, au sens bourdieusien du terme? Est-ce qu'il ne cherche pas à se distinguer comme on cherche à se distinguer de la masse? Ce qui est en question ici, c'est cette forme d'individualisme peut-être post-romantique chez Heidegger, avec cette idée que l'authenticité passe par justement le rejet de ce qu'il appelle la dictature du on. Et donc ici, c'est la question que pose Claude Romano, se pose la question du critère d'une existence authentique. Comment distinguer une existence véritablement authentique et d'une existence qui cherche seulement à se distinguer comme on cherche à se distinguer? Qu'est-ce qui distingue le souci authentique de ne pas se comporter comme les autres et la volonté inauthentique de se singulariser dans une société qui effectivement est de plus en plus égalitaire et indifférenciée? Et ça aussi, il y a une dimension liée à notre modernité, à une certaine société qui a oublié la stratification, les ordres, etc. Et dans le prolongement de cette deuxième objection, je voudrais reprendre une troisième objection, qui, à vrai dire, me semble la plus décisive, et que je formulerai ainsi. N'est-il pas chimérique de vouloir totalement échapper à l'emprise du on? Question très simple. Suffit-il, je la reformule, suffit-il de décider résolument d'échapper à l'emprise du on pour se trouver, et là je cite Claude Romano, miraculeusement affranchi de tout conditionnement social, de tout modèle inconscient, de toute norme nous façonnant à notre insu? Ça me semble un projet quasi pathologique. On ne peut pas échapper. On n'échappe pas à sa société. Bien sûr que non. Et on répète ce que disent les autres, et c'est ainsi. J'ai envie de dire, c'est la condition humaine. Et donc, ici, il s'agit d'interroger l'individualisme d'une pensée qui envisage l'authenticité comme une exigence de ne pas être comme les autres et comme la négation
de l'aliénation dont serait victime l'homme social. Hein. Or, et en fait c'est une phrase qui pour moi était le point de départ de toute cette réflexion, je cite Claude Romano qui d'une certaine manière dédramatise lui aussi la dictature du on. Question, pourquoi les conventions sociales et l'imitation des autres seraient-elles exclusivement ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, et non pas aussi ce qui nous permet de l'être ou de le devenir. Ici, il s'agit de peut-être repenser le rapport de l'individu à la société, et de ne pas forcément voir comme Rousseau, dans la société, dans le on, un obstacle. Et c'est ce que j'aimerais approfondir maintenant dans le troisième temps de mon propos. Cette interrogation sur donc la signification du on, de la dictature du on, est à mon avis décisive. Et elle trouve d'ailleurs une part de sa réponse dans l'ouvrage intitulé « L'identité humaine en dialogue », qui prend le contre-pied, je dirais, de l'individualisme moderne, et d'ailleurs qui porte en exergue une citation de Martin Buber, et je suppose que ce n'est pas du tout un hasard. Martin Buber est cet auteur du jeu et du tu, qu'on connaît bien. Texte d'ailleurs, quand on le travaille un petit peu, qui est très étrange. Alors on retient le titre. Mais, formule de Buber, au commencement est la relation. Et donc il s'agit bien, au moins, grâce à Buber, de tourner le dos à toute forme de solipsisme ou d'individualisme. Et dans cet ouvrage, donc l'identité humaine en dialogue, Claude Romano développe une conception à la fois sociale et individuelle de l'authenticité. Et ça me semble intéressant de souligner sa dimension sociale. Alors, pour ce qui me concerne ici, je voudrais maintenant approfondir cette interrogation en me tournant vers une forme tout à fait spécifique d'aliénation, que j'ai annoncée en introduction. Cette aliénation que serait donc, au sens médical du terme, l'aliénation de la schizophrénie. La schizophrénie en tant qu'aliénation. Est-ce que ça a un sens de parler de l'aliénation, de la schizophrénie, comme une forme d'aliénation au sens médical du terme? Et ma question est celle-ci, plus précisément, en quel sens la schizophrénie est-elle synonyme non pas d'inauthenticité, mais d'aliénation? Et je voudrais ici bien distinguer les deux. Alors, je vous propose dans un premier temps d'abord d'opérer quelques distinctions conceptuelles pour clarifier la discussion. Et je dirais que dans le prolongement de l'analytique existentielle, donc de Heidegger, il me semble qu'il faut distinguer deux concepts d'authenticité. Il y a un concept d'authenticité en tant que détermination ontologique et formelle. Et puis, il y a l'authenticité en tant que détermination ontique et existentielle. Alors, juste pour éclaircir cette distinction, qui ne va pas de soi, pas du tout, je vous propose de prendre l'exemple que j'emprunte à nouveau à Claude Romano, l'exemple fictif du jeune Paul, dans son ouvrage, jeune homme qui a reçu une éducation catholique et qui, l'âge venant, découvre son homosexualité. Et donc, Paul doit assumer son orientation sexuelle et son catholicisme. Et il est donc tentant pour lui, on le comprend, de se mentir au point, c'est plus simple, de nier son homosexualité. Difficile dans ces conditions, bien sûr, d'être soi, au sens donc de la conformité de sa conduite à son identité pratique et sociale. Quoi qu'il en soit, ici on voit bien que l'inauthenticité en question est une détermination ontique, ou si l'on préfère existentielle. Elle concerne Paul dans sa singularité d'homosexuel catholique du XXIe siècle, et non pas Paul en tant que Dasein, dont l'inauthenticité ou l'authenticité est une possibilité existentielle. Donc on fait bien la distinction. Une deuxième distinction que je voudrais vous proposer, c'est une distinction entre les concepts d'inauthenticité et d'aliénation. Et il me semble que ici, il est dommage de confondre les deux. Je vais prendre quelques exemples pour faire apparaître cette distinction. Il me semble par exemple inadéquat de tenir pour des conduites aliénées des conduites qui relèvent par exemple de la mauvaise foi, du conformisme, de l'hypocrisie, de l'histrionisme ou encore du snobisme. C'est des exemples que j'emprunte d'ailleurs à Claude Romano. À chaque fois, je dirais, par-delà les différences bien sûr, on est en fait confronté à une forme de fausseté existentielle. Il y a une fausseté existentielle du snobisme, une fausseté existentielle de l'histrionisme, etc.
Je reprends l'exemple du Misanthrope, une pièce que j'aime tellement. On se souvient qu'Alceste, dans le Misanthrope, est amoureux de Célimène. Il est amoureux de son antithèse. Parce que Célimène, c'est l'incarnation de la coquetterie féminine. Mais, soyons honnêtes, il serait quand même excessif d'inscrire la fausseté de Célimène au registre de l'aliénation. Dans la mesure où, en l'occurrence, sa conduite ressortit à un choix existentiel, choix quant à ses relations avec les hommes de son milieu. Choix que peut-être les outrages du temps viendront à modifier, mais ça, je laisse la question ouverte. Et donc, il me semble que la difficulté de Paul à assumer son homosexualité, de même, ne doit pas être mise au compte d'une quelconque forme d'aliénation, dont Paul serait la victime. Paul est simplement confronté à la tâche de conjuguer sa foi, son engagement catholique, ses exigences de la foi catholique et son orientation sexuelle. Dans le cas de Célimène, comme dans celui de Paul, la question qui se pose est bien celle de l'authenticité. Et moi, ce que je voudrais maintenant, c'est poser la question de l'aliénation. Il me semble alors que la problématique de l'aliénation retrouve toute sa pertinence lorsqu'on envisage la schizophrénie, dans la mesure où cette pathologie ne laisse pas de place à la liberté et donc à la possibilité même de l'authenticité. Ici, je m'appuie sur un article de quelqu'un qui est intervenu dans ce séminaire l'année dernière. C'est une femme qui est disciple de Joseph Parnasse, qui s'appelle Helen Stephenson, et qui a écrit, alors je ne donne pas le titre en anglais de son article, hein, mais en français, « Ne pas être soi-même, une perspective critique sur l'inauthenticité dans la schizophrénie ». Un article que vous trouvez sur Internet très facilement et que je vous recommande, qui est vraiment une très belle contribution, me semble-t-il, à cette... Alors, c'est l'école de Copenhague, Parnasse, que nous avons eu l'occasion de rencontrer. Hein. Et cet article, donc, s'inscrit dans le sillage des travaux de l'école de Copenhague, et vous vous souvenez que Joseph Parnasse et son école rassemblent les différents troubles de la schizophrénie sous le titre de troubles du soi, self-disorders, ou encore d'aliénation du soi, comme je l'ai dit au tout début de cette journée. De quoi s'agit-il? Quels sont donc ces troubles dont il est question? Et je voudrais envisager deux réponses à cette question. Une première réponse, elle nous est donnée par quelqu'un que nous connaissons bien ici, c'est Binswanger. Et Binswanger, dans l'histoire de la psychiatrie, s'est opposé à Bleuler, à l'idée du retrait du schizophrène dans son monde intérieur, au nom d'une autre idée qui est propre à Binswanger, qu'on a souvent évoquée ici, c'est l'idée d'une dépendance excessive du schizophrène aux règles sociales. Et cette perspective de Binswanger, qui est fondée précisément sur le concept d'inauthenticité de Heidegger, cette conception donc de l'inauthenticité des conduites du schizophrène se trouve particulièrement mise en évidence avec ce que Binswanger appelle le maniérisme. Puisque le maniérisme, c'est, pour Binswanger, une fausseté, une forme de fausseté, mais qui prend une ampleur tout à fait exceptionnelle dans le cas des schizophrènes, où le schizophrène, en fait, est complètement captif du on, captif de certains comportements. Ça, c'est une interprétation donc de Binswanger. Et ce qui m'a intéressé dans cet article de Helen Stephenson, c'est que précisément, elle va prendre le contre-pied de cette analyse de Binswanger. Parce que, en fait, cette conception n'est pas vraiment satisfaisante si on prend bien en compte le rapport du schizophrène au monde, si on prend bien en compte l'être au monde du schizophrène. En effet, qu'est-ce qui caractérise ces schizophrènes? Et peut-être, je dis schizophrène, peut-être on pourrait élargir à d'autres psychoses. Mais je n'élargis pas. Qu'est-ce qui caractérise les schizophrènes? Sinon le fait qu'ils partagent bien avec les autres un seul et même monde. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Ils partagent bien avec les autres un seul et même monde, mais d'une certaine manière, ils sont exclus de ce monde. Ils sont exclus de ce monde qui a perdu pour eux son caractère familier, qui a perdu son caractère familier au point que ces schizophrènes se sentent étrangers au monde. Et je vais prendre ici deux références que nous connaissons bien. La première, c'est Ellen West. Ellen West, qui existe dans un monde vide de sens, vidé de son contenu familier, un monde vidé de ses significations,
de ses buts, au point même que le monde lui paraît irréel. Et ce cas d'Hélène de Hesse n'est pas sans rappeler aussi le cas qu'on a évoqué ce matin avec Gierisbeck, le cas d'Anna Rao, la perte de l'évidence naturelle. Parce que cette perte de l'évidence naturelle, c'est, comme le rappelait Gierisbeck ce matin, c'est en fait une perte du sens commun. Ce qui fait défaut à Anna Rao, c'est ce sens commun qui rend l'existence des autres si peu problématique et qui, au contraire, est si problématique pour le schizophrène qu'il doit s'interroger sur les choses les plus ordinaires. Qu'est-ce que je dois dire quand on me dit bonjour? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Et ça ne va pas de soi, il faut réfléchir. Et donc, contrairement à ce que Binswanger écrit, la schizophrénie ne se caractérise pas par une forme d'inauthenticité, au sens heideggerien du terme, c'est-à-dire par une forme de soumission à l'égard du on. Mais disons plutôt que le schizophrène souffre, lui, ce qui est bien plus grave, de ne pas pouvoir partager ce monde familier dans lequel chacun se conduit comme on se conduit. Le drame du schizophrène, c'est qu'il ne peut pas se conduire comme les autres. Justement. Il est en quelque sorte exclu de ce que Heidegger appelle la dictature du on. Mais c'est une exclusion qui est dramatique. Et donc ça nous amène à reconsidérer ce que Heidegger appelle la dictature du on, en tant qu'elle est en un sens la condition d'une existence en commun, la condition d'un monde partagé et familier, au sein duquel il est possible d'être soi ou de ne pas l'être, au sens existentiel du terme. Dernier point, c'est que, en fait, les schizophrènes, en toute rigueur, les troubles du schizophrène, de la schizophrénie, ces troubles ne sont pas tellement des perturbations du soi, au sens de l'ipséité, mais des troubles de la conformité à soi, mieux des troubles de la mienté. Ce qui est problématique pour le schizophrène, c'est ce que Heidegger appelle la Jemeinlichkeit, le être à chaque fois mien. Ainsi, un malade dit n'être plus dans son corps et pense que quelqu'un d'autre y est à sa place. Il se plaint par exemple que ses pensées sont celles d'un autre et non plus les siennes. À chaque fois, on voit bien ici que ce qui est en question, ce n'est pas un trouble du soi, c'est un trouble de la mienté, de la Meineness, comme on le dit en anglais. Et donc, de ce point de vue, on pourrait dire que ce qu'on appelle les troubles du soi, dans la schizophrénie, renvoie donc à des troubles de la mienté, Meineness disorders. 2 mots de conclusion, parce que le temps passe, 2 mots. Je récapitule. On a vu comment Rousseau a inventé l'aliénation sociale comme l'antithèse de l'être soi authentique, tout en sachant que le concept d'aliénation n'est pas explicitement dans le texte. Cette conception, ce qui me semble intéressant, c'est que cette conception revient à mettre en accusation la société, qui condamne donc, ou qui condamnerait l'individu à l'inauthenticité. Et on a retrouvé donc cette thèse chez Heidegger à travers l'idée d'une chute du Dasein sous la dictature du on. Or, il nous semble nécessaire justement de mettre en question le caractère, je dirais, pernicieux de la société, comme de cette, je dirais, pseudo-dictature du on, dans la mesure où les conventions sociales et l'imitation des autres ne seraient encore une fois pas tant ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, mais la condition de la possibilité d'être soi-même. Et donc, mon idée, c'est celle-ci, c'est qu'il faut bien distinguer, dissocier les concepts d'inauthenticité et d'aliénation. Célimène est une femme fausse, mais ce n'est pas une femme aliénée. En revanche, il en va tout autrement de ces patients dont les troubles relèvent de ce qu'on appelle le spectre de la schizophrénie. Parce que la question pour eux n'est pas de pouvoir être vrai ou faux, de pouvoir être soi-même ou de pouvoir n'être pas soi-même. Mais la question cruciale pour eux, c'est de pouvoir ou non partager avec les autres un monde qui a perdu son évidence naturelle, sa réalité, et dans lequel ils se sentent étrangers. Et donc, en réservant le concept d'aliénation à cette figure de l'être au monde, je voudrais justement souligner la gravité des troubles qui, en l'occurrence, n'ont rien à voir avec le conformisme, rien à voir avec une soumission au sens commun, rien à voir avec le mimétisme social, mais qui sont au contraire étroitement liés à l'impossibilité d'être de plein pied avec les autres, dans un monde commun. Ce monde commun que Binswanger appelle le koinos cosmos, et qui est justement
cet appel de Binswanger à revenir, il enjoint à ses patients de revenir, de rejoindre le koinos cosmos. Bref, l'aliénation dans la schizophrénie consiste précisément à demeurer étranger à cette pseudo-aliénation de Heidegger, au sens de Heidegger, et que Heidegger appelle la dictature du on. Ou encore, l'aliénation véritable, au sens médical du terme, consisterait à être au monde sans pouvoir y être vraiment avec les autres. Avec les autres et comme les autres. Et c'est cette possibilité d'être avec les autres et comme les autres qui est peut-être la véritable possibilité, la véritable condition de l'authenticité. Je vous remercie.